Pour mon 73 anniversaire, mon mari a placé une autre femme et 2 enfants à côté de moi et a dit à nos invités, voici ma seconde famille, celle que je cache depuis 30 ans. Mes filles regardaient, horrifiées, mais j'ai simplement souri, je lui ai tendu une boîte et j'ai dit, je savais. Ce cadeau est pour toi. Il l'a ouverte, et ses mains se sont mises à trembler. Avant de commencer, je serais très heureux si vous vous abonniez à notre chaîne, cliquiez sur le bouton j'aime et me disiez dans les commentaires de quel état ou pays vous écoutez. Je suis toujours curieuse de savoir où vivent mes auditeurs. Profitez de l'histoire. Le matin de mon 73 anniversaire sentait le café éthiopien Yirgacheffe fraîchement moulu et les pétunias de mon jardin. Je me suis réveillé comme toujours sans réveil, exactement à 6 heures. Le soleil venait à peine de toucher la cime des vieux pacaniers. Ses rayons obliques dessinaient de longues lignes chatoyantes sur le sol de la véranda grillagée. J'adore ce moment. Le silence est encore épais, intact par l'agitation de la journée. Dans ces instants, on a l'impression d'entendre l'herbe pousser. Je me suis assise à la table que Langston a construite il y a environ 40 ans et j'ai regardé mon jardin. Chaque arbuste, chaque parterre de fleurs, chaque sentier sinueux, tout cela avait été imaginé et cultivé par moi. Cette maison, cette résidence secondaire à la périphérie d'Atlanta, était ma salle de concert inachevée. Il y a longtemps, dans une autre vie, j'étais une jeune architecte très prometteuse. J'avais le projet de mes rêves devant moi, un nouveau centre des arts du spectacle au centre-ville d'Atlanta. J'avais été choisi et j'avais reçu un financement complet. Je me souviens de l'odeur du papier épais des plans, du crissement du crayon graphite dessinant les lignes d'une future merveille de verre et de béton. Puis est arrivé Langston avec sa première idée de génie. Des machines à bois haut de gamme importées qui devaient nous rendre riches. Nous n'avions pas l'argent, et j'ai fait un choix. J'ai liquidé l'héritage destiné à mon rêve, à mon avenir, et je lui ai donné chaque centime. L'entreprise a fait faillite en moins d'1 an, ne laissant que des dettes. Et moi, je suis resté ici. Au lieu d'une salle de concert, j'ai construit cette maison, y investissant tout ce que j'avais. Les restes de mon talent, toute ma force, tout mon amour inemployé pour la forme et la ligne. Cette maison est devenue mon chef-d'œuvre silencieux. Un chef-d'œuvre que personne d'autre que moi ne considérait comme tel. Aura, as-tu vu mon polo bleu? Celui qui me va le mieux? La voix de mon mari m'a arraché à mes souvenirs. Langston se tenait dans l'embrasure de la porte, déjà en pantalon, fronçant les sourcils, concentré uniquement sur lui-même. Pas un mot pour mon anniversaire. Pas un seul regard pour la nappe de lin festive que j'avais sortie du placard la veille. 73 ans, 50 ans ensemble. Pour lui, ce n'était qu'un jeudi comme les autres. Dans le tiroir du haut de la commode. Je l'ai repassé hier, ai-je répondu calmement sans me retourner. Je savais qu'il ne remarquerait ni la nouvelle nappe, ni le vase de pivoine que j'avais coupé à l'aube. Il avait cessé de remarquer de telles choses il y a 3 décennies. Pour lui, je faisais partie de la décoration intérieure. Pratique, fiable, familière, comme ce fauteuil, comme cette table, la fondation. Il aimait ce mot. Tu es ma fondation, Aura, disait-il parfois après son 3e verre de cognac. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Le téléphone a sonné. Ma fille aînée, Zora. Salut maman. Joyeux anniversaire, bien sûr. Écoute, on est coincé dans un embouteillage monstre en venant à la maison. C'est horrible. Pourrais-tu commencer à préparer la nourriture, s'il te plaît? On ne veut pas arriver et que rien ne soit prêt. Et garde un œil sur papa pour qu'il ne boive pas trop avant notre arrivée. Tu sais comment il est. Elle parlait vite, l'air agacé, comme si mon anniversaire n'était qu'une autre obligation contrariante dans son emploi du temps chargé. Je n'étais pas la reine de la fête. J'étais le personnel de restauration pour l'événement organisé en mon propre honneur. C'est bon, Zora. Ne t'inquiète pas. Tout sera prêt. J'ai raccroché. Il n'y avait pas de froid dans ma poitrine. Il n'y en avait plus depuis longtemps. Il y avait seulement un vide calme et transparent, comme l'air après une pluie de fin d'été. À 17 heures, la maison était pleine d'invités, de vieux amis, de parents, des associés de Langston. Ils sont tous arrivés. Tout le monde a eu des mots chaleureux, a offert des fleurs et s'est extasié sur mon peach cobbler et mon jardin. Je souriais, acceptais les félicitations et versais du thé glacé. Je jouais mon rôle, celui de l'épouse,
de la mère et de la maîtresse de maison heureuse de cette grande et accueillante demeure du Sud. Un rôle que j'avais écrit et répété pendant un demi-siècle. Langston était dans son élément. Il passait d'un groupe à l'autre, tapotant les hommes dans le dos, offrant des compliments aux dames. Il était le centre de ce monde, l'homme en charge. Il parlait de ses succès au travail, de l'affaire lucrative qu'il était sur le point de conclure. Il disait « Ma maison, mes arbres ». Et personne ne le contredisait. Personne ne savait que cette maison, tout comme notre appartement à Buckhead et toutes nos économies, avait été enregistrée uniquement à mon nom sur l'insistance de mon sage père. C'était ma forteresse silencieuse et invisible, mon dernier bastion. Ma plus jeune fille, Anise, est arrivée. Elle a été la seule à me serrer dans ses bras, pas seulement pour les apparences, mais vraiment fort. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a demandé doucement, « Maman, ça va ? » « Je vais bien, ma chérie », ai-je souri. Elle a hoché la tête, mais son regard trahissait une pointe d'anxiété. Anise a toujours ressenti les choses plus que les autres. Depuis longtemps, elle regardait son père avec une désapprobation silencieuse et froide que lui, dans son égocentrisme, ne remarquait tout simplement pas. Puis le moment que j'attendais et redoutais depuis un an est enfin arrivé. Langston a pris une coupe de champagne et l'a tapotée avec un couteau, demandant le silence. Les invités se sont tus, attendant un toast. Il se tenait au centre de la pelouse, grand, encore bel homme à 75 ans, les tempes grisonnantes et la posture d'un homme convaincu de son droit à tout. Amis, famille, commença-t-il d'une voix forte avec une pause théâtrale. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de ma chère Aura, mon roc, ma fidèle compagne. Il m'a regardé et dans ses yeux, je n'ai vu que de l'autosatisfaction. Mais aujourd'hui, je veux faire plus que simplement lui souhaiter le meilleur. Je veux enfin être honnête avec vous tous, avec moi-même et avec elle. Les invités ont échangé des regards. Je suis resté immobile, sentant des dizaines d'yeux curieux sur moi. Anise était figée à côté de moi, sa main a trouvé la mienne. Ami, continua Langston, sa voix tremblant d'un triomphe mal dissimulé. Pendant 30 ans, j'ai vécu une double vie, et aujourd'hui, je veux arranger les choses. Il a fait un signe à quelqu'un qui se tenait près du portail. Une femme d'une 50aine d'années est apparue dans le cercle de lumière, bien entretenue, avec un regard dur et évaluateur. Je l'ai reconnue. Ranata. Elle avait été ma subordonnée au cabinet d'architecture. Derrière elle se tenaient 2 jeunes gens, un garçon et une fille, au visage tout aussi confus et provocateur. Langston s'est approché d'eux, a passé un bras autour des épaules de Ranata et l'a amené juste devant moi. Aura a été une fondation si stable, a-t-il dit, regardant par-dessus ma tête les invités. Si stable qu'il s'est avéré que je pouvais construire non pas une, mais 2 maisons dessus. Cette fondation nous a tous soutenus. Alors, je vous demande d'accueillir mon véritable amour, Ranata, et nos enfants, Keon et Olivia. Il est temps que tous mes succès soient partagés par toute ma famille. Il a dit cela et a physiquement placé Ranata à côté de moi, si près que je pouvais sentir son parfum âcre. Il l'a placé comme pour un portrait de famille. Ma fille aînée, Zora, a eu le souffle coupé. Anise m'a serré la main jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Les rires et les conversations se sont figés en plein milieu. Un silence retentissant, incroyable, s'est installé sur la pelouse. À ce moment-là, je n'ai pas senti le sol se dérober sous mes pieds ni mon cœur se briser. Non, j'ai ressenti autre chose. Quelque chose de très calme et de définitif. Un déclic froid et distinct. C'était comme la clé dans une serrure lourde et rouillée qui avait résisté si longtemps et qui, finalement, a tourné, et la porte massive en acier s'est fermée pour toujours. Et puis c'est venu. La pensée n'était pas bruyante, ni paniquée. Elle était calme et claire, comme le son d'une cloche solitaire dans l'air glacial. Je me tenais entre mon mari et sa femme, comme le pilier central d'un pont enjambant les 2 rives de son mensonge. Le monde autour de nous était en pause. J'ai vu notre voisine, Marie, avec un verre de cocktail figé à mi-chemin de ses lèvres. J'ai vu mon gendre, le mari de Zora, pâlir et faire instinctivement un pas en arrière, comme s'il avait peur d'être frappé par les débris d'une vie qui s'effondre. Le silence était si dense qu'il semblait palpable. Il pressait mes oreilles, étouffant les sons de l'été, le chant des grillons, le bruissement des feuilles. J'ai lentement tourné la tête et j'ai souri, ni amèrement, ni vengeusement.
J'ai souri de ce sourire poli et légèrement détaché avec lequel la maîtresse de maison accueille les retardataires. J'ai balayé leur visage stupéfait, m'arrêtant une fraction de seconde sur chacun, leur faisant savoir que je les voyais, que j'étais là, que j'étais pleinement consciente. Puis je me suis retourné vers Langston. Il tenait toujours les épaules de Ranata. Son visage rayonnait d'autosatisfaction et de l'importance du moment. Il attendait ma réaction, attendait des larmes, de l'hystérie, une scène. Il était prêt à être le vainqueur magnanime, calmant la partie perdante. Je me suis dirigé vers la petite table de patio où se trouvait mon cadeau pour lui, une seule boîte nouée d'un ruban de soie bleu marine foncé. Le papier d'emballage était épais, de couleur ivoire et sans fioritures, d'une élégance stricte. Il y a un an, quand j'ai tout découvert, j'ai passé des heures à choisir ce papier. Il était important pour moi que tout soit impeccable. J'ai pris la boîte. Elle était légère, presque sans poids. Je suis retourné vers Langston, qui me regardait avec confusion. Je savais, Langston, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Elle était égale et calme, peut-être un peu plus basse que d'habitude. Ce cadeau est pour toi. J'ai tendu la boîte. Il a hésité un instant. Son scénario, si méticuleusement mis en scène, avait un bug. Cette partie n'y figurait pas. Il a machinalement lâché l'épaule de Ranata et a pris le cadeau de mes mains. Ses doigts ont touché les miens, chauds, légèrement moites. J'ai retiré ma main. Il a regardé la boîte, puis moi. La confusion a vacillé dans ses yeux, rapidement remplacée par un sourire condescendant. Il a probablement pensé que c'était un geste pathétique, une tentative de sauver la face. Peut-être une montre chère ou des boutons de manchette, un cadeau d'adieu. Il a tiré sur le nœud. Le ruban de soie a glissé sur l'herbe comme un serpent sombre. Il a déchiré le papier. Ses mouvements étaient moins assurés maintenant, légèrement plus brusques que nécessaire. Sous le papier se trouvait une simple boîte en carton blanc. Il a ouvert le couvercle. J'ai regardé son visage. À l'intérieur, dans le vide où se trouvait autrefois mon cœur, rien ne bougeait. J'étais une spectatrice au premier rang d'une pièce dont je connaissais la fin par cœur. Il a regardé à l'intérieur. Au fond de la boîte, reposant sur une doublure en satin blanc, se trouvait une seule clé de maison simple. Une clé américaine standard sentant la peinture fraîche, et à côté, une feuille de papier épais pliée en 4. Langston l'a sortie et l'a dépliée. J'ai regardé ses yeux parcourir les lignes, d'abord rapidement, puis plus lentement, comme s'il butait sur chaque mot. Je connaissais ces mots par cœur. J'avais aidé mon avocat à les rédiger. Notification de rupture de mariage pour cause d'infidélité conjugale de longue durée basée sur des documents de propriété unique. Nous vous notifions par la présente le gel immédiat de tous les comptes et biens communs. Ordre de cesser et de s'abstenir. Accès à la propriété située aux adresses suivantes. 1. De Carr Street, Atlanta GA, la maison. 2. Le Buckhead Condo, Atlanta GA, l'appartement. Sa main gauche, celle qui tenait la feuille, a été la première à trembler, une secousse fine, presque imperceptible qui est remontée jusqu'à son épaule. Puis sa main droite s'est mise à trembler aussi. Le papier bruissait dans sa poigne comme une feuille d'automne dans le vent. Il a levé les yeux vers moi. L'autosatisfaction avait disparu. Le triomphe s'était évanoui. Me regardant maintenant, il y avait un homme confus, vieillissant, au visage cendré. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère ni blessure, seulement un pur désarroi animal. C'était comme s'il avait marché toute sa vie sur un sol solide et fiable, et que soudain, celui-ci s'était ouvert sous ses pieds en un abîme. Il a essayé de dire quelque chose, a ouvert la bouche, mais seul un faible halètement rauque s'est échappé. Il a de nouveau regardé le papier, puis la clé, puis de nouveau moi. Il cherchait sur mon visage une réponse, un indice, un signe que c'était une sorte de blague cruelle et ridicule. Mais mon visage était un masque, calme, impénétrable. J'avais passé 50 ans à apprendre à dissimuler mes vrais sentiments. 50 ans à construire cette façade, cette fondation comme il aimait l'appeler. Et aujourd'hui, cette façade tenait. Derrière elle, il n'y avait rien, ni douleur, ni amour, ni pitié, seulement une liberté froide et retentissante. Ranata, debout à côté de lui, ne comprenait rien. Elle regardait nerveusement le visage changeant de Langston. « Langst, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-elle chuchoté, essayant de regarder le document.
Il n'a pas répondu. Il est resté là, me fixant, et son monde si confortable, si sûr, construit sur ma vie, mon argent et mon silence, s'effondrait en direct devant tous ses amis et sa famille. J'ai soutenu son regard puis, lentement, très lentement, je me suis tourné vers Anise, ma fille, mon seul véritable point d'ancrage. Elle me regardait, et ses yeux étaient remplis de larmes, non pas de pitié, mais de fierté. Elle avait tout compris. Je lui ai fait un petit signe de tête et j'ai dit juste assez fort pour qu'elle m'entende. C'est l'heure. Elle a serré ma main plus fort. C'était suffisant. Le spectacle était terminé. Il était temps de baisser le rideau. Anise a compris sans mots. Ses doigts sur mon avant-bras sont devenus durs comme de l'acier. Elle a hoché la tête et, sans l'avoir prévu, nous nous sommes tournés et avons marché vers la maison. Nous n'avons pas couru. Nous avons marché d'un pas ferme, avec dignité, loin de la scène figée sur la pelouse. Les invités s'écartaient devant nous comme l'eau devant un brise-glace, évitant nos yeux, marmonnant à voix basse. Je sentais leur regard dans mon dos, un mélange de choc, de pitié, soyons honnêtes, de curiosité malveillante. Langston est resté debout au centre, la feuille blanche tremblant dans ses mains, à côté de la femme pour qui il avait orchestré cette grande révélation, une révélation qui avait complètement déraillé de son scénario. Il a crié quelque chose après nous. Mon nom, je crois. Mais le son de sa voix s'est noyé dans le silence épais et visqueux qui était tombé sur mon jardin. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Même sa voix était étrangère. Nous sommes entrés dans la maison. Je me suis arrêté dans le salon et, me tournant vers la porte menant à la véranda, j'ai dit assez fort pour être entendu à l'extérieur, « Chers amis, merci à tous d'être venus partager ce jour avec moi. » Malheureusement, la fête est terminée. N'hésitez pas à finir le gobelet et à prendre un verre. Je vous souhaite le meilleur. C'était tout. Une annonce simple et polie. Pas d'explication, pas de drame. Un exode silencieux et précipité a commencé. J'ai entendu des voix étouffées, des pas pressés sur le gravier, le bruit des moteurs de voitures qui démarraient. Personne n'est entré pour dire au revoir. Personne n'a osé me regarder dans les yeux. 10 minutes plus tard, il ne restait dans le jardin que des assiettes abandonnées, des verres à moitié vides et des fleurs piétinées sur la pelouse. J'ai vu Langston, sortant enfin de sa torpeur, saisir le bras de Ranata et la traîner vers le portail. Ses mouvements étaient saccadés, colériques. Il l'a pratiquement tirée, elle et ses enfants confus, derrière lui, trébuchant, regardant en arrière vers la maison avec une expression de pure rage animale sur son visage. Il n'était plus le maître des lieux. Il était un paria. Quand la dernière voiture s'est éloignée et que le silence du soir est revenu dans le quartier, Anise est venue me serrer dans ses bras. « Tout va bien, ma chérie », ai-je dit en lui caressant les cheveux. « Tout est exactement comme il aurait dû être. Tu veux bien m'aider à débarrasser la table ?» Et nous avons commencé à nettoyer. En silence, nous avons ramassé la vaisselle sale, plié les nappes et sorti les poubelles. Ce travail familier et monotone était apaisant. Chaque geste avait un but, chaque mouvement était connu. J'ai lavé les verres, les mêmes verres fins en cristal de Bohême que nous avions reçus en cadeau de mariage. L'eau emportait les marques de lèvres étrangères, de vin étranger. J'ai senti qu'avec la saleté, quelque chose d'autre était lavé. 50 ans de toile d'araignée collante que j'avais confondu avec des liens familiaux. Il était tard quand nous avons fini. La maison était de nouveau propre et calme, la mienne. Je nous ai préparé une tisane à la menthe du jardin. Nous nous sommes assises sur la véranda, enveloppés dans des couvertures, et avons regardé le ciel sombre et étoilé. Puis mon téléphone portable posé sur la table a vibré, de manière stridente et discordante, rompant la quiétude. Anise l'a pris. Le nom de Langston a clignoté sur l'écran. L'appel a été interrompu et une seconde plus tard, une nouvelle notification de message vocal est arrivée. Anise m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai hoché la tête. Elle a mis le haut-parleur et la voix a brisé le silence de la nuit, déformé par la rage, se brisant en un râle. « Aura, es-tu devenue folle? C'est quoi ce cirque que tu as monté? Tu m'as humilié devant tout le monde. C'est ton petit caprice? Ta petite vengeance mesquine? Es-tu complètement sénile dans ta vieillesse? J'essaie de payer un hôtel et mes cartes sont bloquées. Mes cartes? Tu comprends ce que tu as fait? Il s'étouffait de fureur. En arrière-plan,
j'ai entendu la voix apaisante de Ranata. Langston, calme-toi. Ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça, a-t-il hurlé. Elle m'a laissé sans le sou. Aura, je ne sais pas quelle crise de la quarantaine tu traverses, mais je te donne jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin pour tout réactiver. Appelle la banque et dis que c'était une erreur. Une blague ridicule. Sinon, je te jure que tu le regretteras. Tu m'entends? Tu le regretteras amèrement. Ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le message s'est coupé. Nous sommes restés assis en silence pendant un certain temps. Même les grillons semblaient s'être tus. Anis m'a regardé. Son visage était tendu. Maman? J'ai lentement pris ma tasse de thé qui refroidissait. Mes doigts étaient stables. J'ai pris une gorgée. Le goût de la menthe était frais et pur. Il ne comprend toujours pas, ai-je dit. Lui et Ranata. Il pense que c'est une crise. Un caprice de femme. Un bluff comique et stupide qui se terminera demain matin quand je reviendrai à la raison. Ils n'ont pas vu le plan, la préparation, ni la fureur froide qui s'est accumulée en moi pendant un an et s'est transformée en glace. Ils n'ont vu que ce qu'ils voulaient voir. Une femme vieillissante et lésée qui a osé faire une scène. Ils se considèrent toujours comme les maîtres. J'ai regardé Anis. Ses yeux posaient la même question que la voix de Langston. Et maintenant? J'ai posé la tasse sur la table. Le son de la porcelaine sur le bois a été le seul bruit cette nuit-là. J'ai rendez-vous avec mon avocat à 10 heures demain matin, ai-je dit doucement. Je veux que tu viennes avec moi. Ma voix était égale. Il n'y avait aucun doute en moi. Le cri furieux de mon mari enregistré sur ma messagerie vocale ne m'effrayait pas. Il n'a fait que renforcer ma détermination. Tout comme un forgeron plonge le métal chauffé à blanc dans l'eau froide pour le durcir, ces paroles ont transformé ma volonté en acier. Le trajet vers Atlanta le lendemain matin était silencieux. Anis conduisait, serrant fermement le volant, son regard fixé sur la route. Je regardais par la fenêtre le paysage de la banlieue de Géorgie qui défilait, mais je ne le voyais pas. Je ne voyais que son visage, déconcerté, rouge de colère, déformé par l'incompréhension. Il croyait toujours que c'était ma gaffe, quelque chose qui pouvait être annulé comme une mauvaise commande au restaurant. Il ne réalisait pas que la veille n'était pas le début, mais la fin. Le point final que j'avais mis un an entier à préparer. Le bureau de l'avocat Victor Bryant se trouvait dans un vieil immeuble d'Atlanta près de Peachtree Street, une lourde porte en acajou, une odeur de parfum cher et de vieux livres. Victor Bryant lui-même était un homme à l'image de son bureau, solide, plus âgé, avec un regard attentif et impénétrable. Il avait travaillé avec mon père, c'est pourquoi je l'avais sollicité. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Il nous a accueillis à la porte, nous a conduits à une grande table et nous a offert du café. Nous avons refusé. Eh bien, Aura, a-t-il commencé lorsque nous nous sommes assises, parlant d'un ton égal et professionnel. Comme nous en avons convenu, toutes les notifications initiales ont été envoyées, et les comptes et biens sont gelés. La procédure a été lancée. Langston ou ses représentants vous ont-ils contacté? Il y a eu un message vocal, ai-je répondu calmement. Des menaces et des accusations d'hystérie. Victor Bryant a hoché la tête comme si c'était exactement ce à quoi il s'attendait. C'est prévisible. Il n'a pas encore saisi la gravité de la situation. Il joue toujours son jeu habituel où il est le patron, mais cela va bientôt changer. Il a fait une pause, joignant ses mains sur la table. Son regard s'est durci. Aura, nous avons lancé les procédures standards. Mais il y a autre chose. Quand vous êtes venu me voir pour la première fois, par vieille habitude et par respect pour la mémoire de votre père, j'ai jugé nécessaire de procéder à une vérification supplémentaire et plus approfondie, juste par précaution. J'avais besoin de comprendre à quoi nous avions affaire, et mes craintes, malheureusement, se sont justifiées, et même plus. Il a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti un mince dossier. Il l'a placé devant moi. Il n'y avait pas d'étiquette sur le dossier. Je suis obligé de vous informer de quelque chose d'extrêmement désagréable. Cela va au-delà de son infidélité. Cela témoigne d'une action calculée et préméditée dirigée personnellement contre vous. Anis s'est tendu, sa main reposant sur la mienne. Je n'ai pas bougé. J'ai juste fixé le dossier. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé.
Victor Bryant a ouvert le dossier et a glissé plusieurs feuilles vers moi. Ceci est une copie d'une requête déposée par votre mari il y a 2 mois auprès de l'unité de santé comportementale du comté. Une demande officielle d'évaluation psychiatrique obligatoire concernant votre compétence. Le temps s'est arrêté. J'ai entendu Annie halter à côté de moi, mais j'ai simplement fixé le document, un formulaire officiel, un texte dactylographié, et en bas, la signature large et familière de Langston. C'est la première étape légale, a poursuivi la voix impassible de l'avocat, semblant venir de loin. Nécessaire pour faire déclarer une personne incompétente et obtenir la tutelle sur elle, et par conséquent, l'autorité complète pour gérer tous ses biens. J'ai pris la feuille du dessus. C'était une liste de soi-disant symptômes que mon mari aurait observés. J'ai commencé à lire. Égare fréquemment ses objets personnels. Ne se souvient pas où elle a placé ses lunettes, ses clés ou ses documents, ce qui suggère une perte progressive de la mémoire à court terme. Je me suis souvenu avoir cherché mes lunettes de lecture une semaine auparavant pour les retrouver sur ma tête. Annie et moi en avions ri. Fait preuve de désorientation dans la vie quotidienne. Confond les produits de base du garde-manger tels que le sel et le sucre, ce qui peut présenter un danger pour elle-même et pour les autres. J'avais une fois, par distraction, mis du sel dans le sucrier. Je l'avais remarqué une minute plus tard et l'avais corrigé. Langston avait plaisanté, « Tu travailles trop, maman ». Il ne plaisantait pas, il collectait. Montre des signes d'isolement social et d'apathie, refuse de voir des amis, passe de longues périodes seul dans le jardin et converse avec les plantes, ce qui peut indiquer un détachement de la réalité. Mon jardin, mon seul sanctuaire, mes heures tranquilles parmi les pivoines et les roses où je pouvais respirer. Il avait même transformé cela en symptôme de maladie, en arme contre moi. J'ai continué à lire. Chaque ligne était un poison, un grain de vérité déformé au-delà de toute reconnaissance, soigneusement mélangé à des mensonges flagrants. Chaque geste innocent, chaque moment de fatigue, chaque cas d'oubli lié à l'âge, tout était inversé et présenté comme une preuve de ma folie. Mes mains posées sur la surface polie de la table ne tremblaient pas, mais je sentais la chaleur s'échapper de mes doigts. D'abord l'un, puis l'autre. Le froid a lentement grimpé jusqu'à mes paumes, mes poignets. C'était comme si mon sang se retirait, laissant derrière lui un vide glacial. J'ai levé les yeux et j'ai regardé par la fenêtre. La vie battait son plein derrière la vitre épaisse. Les gens se dépêchaient, les voitures avançaient au pas dans les embouteillages. Le soleil brillait. Mais pendant un bref instant, toute cette journée bruyante et animée d'Atlanta s'est figée pour moi. Les sons ont disparu. Un silence absolu, comme un vide, est tombé. Et dans ce silence, j'ai compris que ce n'était pas seulement de l'infidélité. L'infidélité, c'est la trahison de l'amour. Mais il s'agissait d'autre chose. Une destruction complète, froide, calculée. Il ne voulait pas seulement partir pour une autre femme. Il voulait m'effacer. Me dépouiller non seulement de ma maison et de mon argent, mais de mon esprit, de mon nom, de mon être même. Me transformer en une ombre sans voix enfermée entre 4 murs, pendant que lui et son véritable amour profitaient de tout ce que j'avais créé dans ma vie. La dernière braise chaude dans mon âme, que j'avais peut-être inconsciemment gardée pour lui, une braise de pitié ou de souvenirs partagés, ne s'est pas seulement éteinte. Elle s'est transformée en un morceau de glace. J'ai lentement posé les documents sur la table, les empilant soigneusement. J'ai regardé Victor Bryant, puis le visage pâle et effrayé d'Annie. « Merci, Victor » ai-je dit. Ma voix était tout aussi égale qu'avant, mais quelque chose en elle avait changé. Quelque chose de permanent. Le tableau est maintenant complet. Quelles sont nos prochaines étapes? Victor Bryant a agi rapidement, avec l'efficacité froide et affûtée d'un chirurgien retirant une tumeur. Pendant qu'Annie et moi retournions à la maison, ses coursiers livraient déjà des notifications à travers Atlanta. Ses assistants appelaient déjà les banques. Le mécanisme que j'avais si longuement et minutieusement préparé a été mis en marche d'un simple hochement de tête dans son bureau. Le premier coup, comme Victor me l'a raconté plus tard, a trouvé Langston là où il s'y attendait le moins, en train de prendre son petit déjeuner dans un hôtel cher. Lui et Ranata discutaient probablement encore de ma crise ridicule, planifiant comment ils accepteraient magnanimement mon repentir. À ce moment-là, un homme en costume impeccable s'est approché de leur table et a silencieusement posé une épaisse enveloppe devant Langston. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des papiers de divorce.
Il y avait une ordonnance du tribunal lui interdisant de m'approcher ou de me contacter, sauf par l'intermédiaire d'avocats, et un mandat distinct lui interdisant d'entrer dans toute propriété enregistrée à mon nom. Je peux l'imaginer en train de lire. Comment le sourire condescendant a glissé de son visage, remplacé par des plaques rouges de colère. Il a probablement froissé le papier, l'a jeté par terre, criant à l'abus de pouvoir et que la moitié de tout lui appartenait. Il le croyait encore. Il croyait que sa présence de 50 ans dans ma vie lui donnait automatiquement droit à tout ce que j'avais gagné, construit et économisé. L'étape suivante fut une réalité contre laquelle il s'est écrasé comme une vague contre un rocher. Ils se sont rendus à l'appartement de Buckhead. Il avait probablement l'intention de faire une scène, de défoncer la porte et de prouver qui était le patron. Au lieu de cela, il est resté sur le palier, enfonçant impuissant sa clé dans la nouvelle serrure brillante. Sa clé ne rentrait plus. Il pouvait sonner, frapper ou crier. La porte est restée silencieuse. Cette porte, que j'avais choisie il y a 30 ans, tapissée de cuir foncé, lui était maintenant étrangère, une barrière insurmontable. J'étais à la maison pendant ce temps. Un serrurier est arrivé, un homme plus âgé et taciturne. Il a travaillé rapidement et silencieusement. Avec des bruits de cliquetis et de grincements, il a retiré les anciennes serrures du portail et de la porte d'entrée, celle dont Langston avait les clés. Je me tenais sur la véranda et j'écoutais ces sons. Chaque tour de tournevis, chaque clic du nouveau mécanisme était une musique. La musique de la libération. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la désinfection. Je nettoyais ma maison de la saleté. Le coup le plus humiliant l'attendait dans la rue, devant l'immeuble. Alors que, épuisé et en colère, il s'apprêtait à partir pour concocter un nouveau plan, il a vu une dépanneuse s'approcher de sa voiture, le SUV noir étincelant que je lui avais offert pour son grand anniversaire il y a 3 ans. 2 ouvriers en gilet orange ont efficacement accroché le véhicule et ont commencé à le hisser sur la plateforme. Langston s'est précipité vers eux, agitant les bras, criant quelque chose à propos de la propriété privée. Mais le contremaître lui a silencieusement remis les papiers, un avis officiel de restitution de la propriété au propriétaire légitime. Mon nom était sur le papier. Ora Holloway. Propriétaire. J'imagine le visage de Ranata à ce moment-là. Elle se tenait à proximité sur le trottoir, regardant le symbole de leur sécurité, de leur statut, s'éloigner lentement vers l'inconnu. Les cartes bloquées sont un inconvénient. Les papiers de divorce sont un scandale. Une porte verrouillée est une insulte. Mais lorsque votre voiture est remorquée juste devant vous, lorsque vous vous retrouvez debout sur un trottoir d'Atlanta sans argent, sans maison et sans moyen de transport, c'est là que la prise de conscience frappe. À ce moment précis, je suis sûr que sa condescendance s'est transformée en peur. Elle a regardé son homme qui criait impuissant après la dépanneuse, et elle a compris. Elle a compris qu'il n'avait pas affaire à une vieille femme offensée et en larmes, ni à une victime que l'on pouvait calmer et tromper. Il s'était heurté à quelque chose de froid, de silencieux et d'absolument méthodique. Un bourreau silencieux qui ne criait ni ne menaçait, mais qui, pas à pas, coupait tout ce qui les reliait à leur monde familier. La panique, je suppose, est venue plus tard dans la soirée. Cette panique animale et poisseuse d'une personne qui réalise soudain qu'elle n'a plus rien. Ils étaient probablement assis quelque part dans une chambre louée bon marché chez un parent éloigné, et Langston fulminait encore, promettant de poursuivre tout le monde en justice, de punir, de remettre les choses en ordre. Et elle, plus pragmatique, plus intelligente, était simplement assise là à faire le calcul. La maison est à elle, l'appartement est à elle, les comptes sont à elle, la voiture est à elle. Tout ce à quoi ils étaient habitués, tout ce qu'ils considéraient comme leur droit, s'est avéré être un mirage, de la poussière. Ils avaient construit leur vie pendant 30 ans sur ces fondations, sans jamais prendre la peine de vérifier à qui appartenaient ces fondations. Leurs cris ont probablement été entendus par les voisins. Les siens, pleins de rage et d'impuissance, les siens, pleins de peur et d'accusation. Tu avais dit que tout était sous contrôle. Tu avais promis qu'elle ne pourrait rien faire. Nous aurions dû agir plus tôt, Langston, avec les médecins, avec l'évaluation. Ils n'ont pas perdu hier, le jour de mon anniversaire. Ils ont perdu il y a 2 mois, quand il a apposé sa signature sur cette requête. Il m'a lui-même tendu l'arme. Il m'a lui-même montré qu'il ne s'agissait pas d'amour ou de rancune. Il s'agissait de survie. Et j'ai accepté les règles de cette guerre. Un appel téléphonique d'Anistar cette nuit-là a confirmé mes pensées.
Sa sœur aînée, Zora, l'avait appelée, complètement en larmes, hystérique. Papa a appelé, sanglotait-elle dans le combiné. Il criait que maman était devenue folle, que tu la manipules, qu'elle l'a mis à la rue, l'a laissé sans rien. Anise, que se passe-t-il? Nous devons faire quelque chose. C'est notre père. Anise lui a répondu froidement et posément. Où étais-tu, Zora, quand il a mis sa maîtresse à côté de maman le jour de son propre anniversaire? Où étais-tu quand il l'a humiliée devant tous les invités? Zora a marmonné quelque chose d'incohérent sur le besoin de parler. On ne peut pas faire ça comme ça. Elle, comme son père, ne voyait pas la profondeur de la situation. Elle ne voyait que la perturbation de l'ordre habituel des choses. J'ai pris le téléphone d'Anise. Zora. Ai-je dit calmement. Ne t'inquiète pas. Ton père s'en sortira très bien. Il apprend simplement à vivre de manière indépendante pour la première fois en 50 ans. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément comme je ne l'avais pas fait depuis de nombreuses années. Je savais que ce n'était pas fini. Je savais que leur panique passerait bientôt à une nouvelle étape, le désespoir. Et une personne désespérée est capable de tout. Je savais qu'ils viendraient. Ils essaieraient de franchir les défenses. Ils mèneraient une dernière bataille, la plus sale. Et j'étais prête. J'étais prête, mais je n'allais pas m'enfermer dans un siège. La vie que je me réappropriais n'était pas destinée à être passée enfermée derrière des portes, dans la peur. Le 3e jour après la visite chez l'avocat, j'ai décidé que je devais aller au petit marché près de la gare de banlieue. Je n'avais plus de pain frais ni de lait. Anise a proposé d'y aller elle-même, mais j'ai gentiment refusé. C'était ma ville, ma vie, et je n'allais plus me cacher. La journée était chaude, sentant la poussière et le jasmin en fleurs. Je marchais sans hâte, appréciant les choses simples, le soleil sur mon visage, le poids du sac de course léger dans ma main, la sensation de la terre ferme sous mes pieds. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. Une miche de pain au levain, une brique de bas-beurre, du fromage de chèvre. Rien de spécial. Juste de la nourriture, juste la vie. Il m'attendait à la sortie. Une voiture, vieille et cabossée, pas la leur, apparemment empruntée à une connaissance, a freiné brusquement juste au bord du trottoir. Langston en est pratiquement tombé. Ranata a suivi plus lentement, mais avec la même détermination prédatrice. Ils avaient l'air affreux. Langston portait le même polo bleu que je lui avais repassé pour mon anniversaire, mais maintenant il était froissé. Le col était sale. Des cernes sombres sous les yeux. Ranata était sans sa coiffure impeccable habituelle. Son visage était pâle et en colère. Le vernis avait disparu. Il ne restait que la fatigue et une panique mal dissimulée. Ils se sont placés devant moi, me barrant le chemin. Ora, a commencé Langston. Sa voix était un mélange de colère et de supplication. Nous devons parler. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux tout simplement pas, je l'ai regardé en silence. Dans mes mains, j'avais le sac de course. Je ne ressentais pas de peur, seulement une légère curiosité, comme un entomologiste examinant un insecte capturé. Tu as tout coupé. Tout. Comment suis-je censé vivre? Tu m'as jeté dehors comme un chien après 50 ans. 50 ans de notre vie. Comprends-tu seulement ce que tu fais? Il agitait les mains, essayant d'attirer l'attention des passants. Quelques personnes se sont retournées, mais voyant une querelle de famille typique, elles ont immédiatement perdu tout intérêt. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissé se défouler. Je savais que sous ce torrent de colère, il n'y avait que de la peur. Il faisait toujours ça. Quand il avait peur, il se mettait à crier. Voyant que sa rage ne me faisait aucune impression, il a changé de tactique. Ses épaules se sont affaissées. Sa voix s'est adoucie. Des notes de supplication pitoyables s'y sont glissées. Ma chérie, souviens-toi de tout. Souviens-toi quand nous étions jeunes? Quand nous avons construit cette maison, comment nous avons élevé nos filles? Rien de tout cela ne signifie-t-il rien? Peux-tu vraiment tout effacer en une seule journée? C'est notre vie ensemble, notre histoire. J'ai fait une erreur. D'accord, je l'admets. Mais est-ce que ça vaut la peine de tout détruire jusqu'aux fondations? Pense aux enfants, aux petits-enfants. Que allons-nous leur dire? Il a essayé de me regarder dans les yeux,
cherchant une étincelle de l'ancienne aura. Celle qui pardonnait toujours. Celle qui comprenait toujours. Celle qui se sacrifiait toujours pour son confort. Mais il regardait dans le vide. Cette aura était morte. Il l'avait tuée lui-même il y a 2 mois quand il avait écrit ces mots mensongers sur ma folie sur un papier. Ranata se tenait à côté de lui. Elle a compris que ses supplications ne fonctionnaient pas et a décidé d'entrer dans le jeu. Elle s'est avancée. Son regard était vif et froid. Aura, a-t-elle commencé, essayant de maintenir sa dignité, mais une haine mal dissimulée perçait dans sa voix. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Tu peux détester Langston, mais as-tu pensé à mes enfants? Qu'ont-ils fait de mal? Mon fils vient de terminer ses études à Morose. Il doit commencer sa vie. Ma fille préparait son mariage. Tu détruis leur avenir. Quelle que soit ton opinion sur nous, ce sont ses enfants. Ils ont droit à son soutien. Tu ne lui prends pas seulement tout. Tu le leur prends à eux aussi. As-tu un cœur? Elle a essayé de faire appel à la pitié, à la culpabilité. C'était leur dernière carte. Ils pensaient que moi, comme toute femme normale, je serais incapable de rester indifférente au sort d'enfants innocents. Je les ai écoutés patiemment, sans les interrompre. Je les ai laissés tout déverser. Sa rage, ses souvenirs pathétiques, son inquiétude hypocrite pour sa progéniture. J'ai regardé leur visage, déformés par le désespoir, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni triomphe, ni pitié, seulement une clarté froide et cristalline. Quand ils se sont enfin tus, épuisés, une brève pause a flotté dans l'air. J'entendais le train de banlieue qui passait, le bruit des enfants qui riaient à proximité. Le monde continuait sa vie habituelle, indifférent à notre petit drame. J'ai déplacé mon regard du visage de Ranata à celui de Langston. Je l'ai regardé droit dans les yeux, profondément, pour qu'il sache que je voyais clair en lui. J'ai vu toute sa lâcheté, toute sa faiblesse, toute sa pourriture. Et puis j'ai posé ma question, presque un murmure, mais chaque mot a résonné dans le silence comme un marteau frappant du verre. Était-ce ton idée ou la sienne de me faire déclarer incompétente? Ce n'était pas une accusation. C'était juste une question. Mais elle les a frappés comme une gifle, un coup physique. J'ai vu le sang quitter le visage de Langston. Il est devenu d'une blancheur mortelle. Sa bouche s'est ouverte, mais il n'a pas pu émettre un son. Il a instinctivement reculé d'un demi-pas comme si je lui avais jeté de l'acide au visage. Ranata s'est figée. Ses yeux se sont agrandis d'horreur. Le masque de la noble mère est tombé instantanément, révélant le grognement prédateur d'une voleuse prise sur le fait. Ils m'ont tous les deux regardé avec la même peur animale, la peur d'être démasqués. À ce moment-là, ils ont cessé d'être une équipe. Ils se sont regardés, et dans leurs yeux, il n'y avait pas de confiance, mais de la suspicion. L'as-tu laissé échapper? Est-ce à cause de toi qu'elle a découvert? Leur union pitoyable, construite sur le mensonge et le calcul, s'est fissurée juste sous mes yeux. Je n'ai pas attendu de réponse. La réponse était écrite sur leur visage. Je les ai simplement contournés comme on contourne 2 poteaux sur la route et j'ai continué vers ma maison. Je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, j'ai entendu leur silence assourdissant et retentissant. Ils sont restés debout sur le trottoir, écrasés, détruits par une seule phrase. Je suis rentré chez moi en tenant fermement le sac de pain et de babeur. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai eu l'impression de ne pas retourner dans une forteresse, mais simplement à la maison. Leur désespoir, comme je l'avais prédit, a pris une nouvelle forme. Il s'est transformé en ruse, sale, pathétique, mais prévisible. 2 jours plus tard, Zora m'a appelé. Elle pleurait. Maman, je t'en supplie, sanglotait-elle au téléphone. Papa est anéanti. Il est prêt à tout pour simplement parler. Oncle Elias est là. Tante Thelma, nous sommes tous si inquiets. Retrouvons-nous chez moi, tous ensemble, calmement, en famille. S'il te plaît, maman, pour moi. Je savais que c'était un mensonge. La réunion de famille était leur dernier bastion. Leur dernière tentative de monter une pièce où ils étaient les victimes, et moi la vieille folle égarée par ma jeune fille avide. Ils rassemblaient un public, un jury de parents dont ils pouvaient encore influencer les opinions. D'accord, Zora, ai-je dit d'une voix égale. Anis et moi viendrons. À quelle heure?
Le soulagement était audible dans la voix de Zora. Elle ne réalisait pas que je ne venais pas pour une négociation. Je venais pour une exécution. Nous sommes arrivés à l'appartement de Zora exactement à 19 heures. Son appartement, habituellement si bruyant et accueillant, nous a accueillis avec un silence tendu et épais. Dans le grand salon, sur les canapés et dans les fauteuils, étaient assis des parents, le frère de Langston, Elias, et sa femme, ma cousine Thelma, et la famille de Zora. Ils nous ont tous regardés avec la même expression de gêne et de curiosité anxieuse. Langston et Ranata étaient assis au centre, sur le canapé principal. Ils jouaient une tragédie. Il était voûté, les mains couvrant sa tête comme un roi lyre souffrant. Elle était à côté de lui avec des yeux rougis et une expression lugubre, lui caressant de temps en temps l'épaule avec sympathie. Ils avaient déjà préparé le terrain, racontant leur version. C'était maintenant mon tour. Anis et moi nous sommes assises dans les fauteuils en face d'eux. J'ai silencieusement posé mon sac à main par terre. Langston a commencé. Il a levé la tête et je devais reconnaître son talent d'acteur. Une douleur authentique résonnait dans sa voix. Ora, famille, je vous ai tous réunis parce qu'une tragédie se déroule. Il parlait lentement, peinant à trouver les mots. Une terrible tragédie avec ma femme, avec notre mère. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Dernièrement, elle est devenue différente, oublieuse, méfiante. Elle cache des choses, se parle à elle-même. Ses actions, elles sont dépourvues de toute logique. Ce qui s'est passé le jour de son anniversaire, ce qu'elle fait maintenant, ce n'est pas elle, c'est une maladie. Il m'a regardé avec une telle sympathie que, pendant une seconde, on aurait pu croire à sa sincérité. Je comprends que c'est un choc, intervint Ranata d'une voix basse et tremblante. Langston et moi ne voulions pas y croire nous-mêmes. Nous avons essayé d'aider, mais elle n'écoute personne. Sa paranoïa grandit de jour en jour. Et le pire de tout? Fit-elle une pause, jetant un regard rapide et venimeux à ma plus jeune fille, c'est qu'Anis en profite. Elle monte sa mère contre tout le monde, contre son père, contre sa sœur. Elle la manipule pour s'emparer de tous les biens. Ce gel des comptes, ces changements de serrure. Ora n'aurait jamais pensé à ça toute seule. C'est entièrement Anis. Elle a isolé sa mère et fait maintenant ce qu'elle veut d'elle. Nous avons peur pour elle. Nous voulons juste l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Elle a terminé et s'est appuyée contre l'épaule de Langston, feignant une impuissance totale. Le silence régnait dans la pièce. Tout le monde nous regardait, Anis et moi. Tante Thelma me fixait avec une pitié non dissimulée. Le frère de Langston, Elias, fronçait les sourcils, clairement perplexe. Zora regardait le sol, honteuse. Ils attendaient notre réaction, attendaient des excuses, des larmes, des cris. Je suis restée silencieuse. J'ai juste regardé Anis, et Anis a compris mon regard. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas argumenté. Elle s'est simplement penchée, a pris le mince dossier du sac à main à côté de moi et l'a posé sur la table basse au centre de la pièce. Le bruit du papier frappant légèrement la surface laquée était assourdissant. Voilà, dit Anis calmement et clairement. Tante Thelma, oncle Elias, voici la requête que mon père a déposée il y a 2 mois. Une demande pour faire déclarer ma mère incompétente. Il y est détaillé comment elle parle aux plantes et confond le sel et le sucre. Elle a ouvert le dossier. Les parents se sont penchés en avant. Elias a pris la première feuille et a commencé à lire. Son visage s'est lentement allongé. Il a tendu le papier à sa femme. Tante Thelma a mis ses lunettes. Langston a bondi. C'est un faux. Anis, de quoi parles-tu? J'ai fait ça par inquiétude. Je voulais l'aider. Calme-toi, papa, dit Anis du même ton glacial. Ce n'est pas tout. Elle a de nouveau fouillé dans son sac à main et en a sorti un petit enregistreur numérique. Elle l'a posé à côté du dossier. Vous parlez de paranoïa et de ma manipulation. Je pense que c'est autre chose. Depuis 6 mois, sachant que quelque chose n'allait pas, j'ai parfois allumé l'enregistreur quand mon père venait nous rendre visite seul, soi-disant pour prendre des nouvelles de maman. Il parlait beaucoup au téléphone. Il pensait que personne ne pouvait l'entendre. Elle a appuyé sur le bouton. Le visage de Langston est devenu aussi blanc que le papier dans le dossier. Ranata s'est agrippée à la coudoir du canapé. Du petit haut-parleur est sortie une voix, sa voix, légèrement déformée,
mais absolument reconnaissable. Ouais, Ranata, écoute attentivement. Demain, quand tu parleras au médecin, assure-toi de mentionner les lunettes. Dis qu'elle les cherche 3 fois par jour, et les clés. C'est classique. Il tombe dans le panneau. Une pause, un briquet qui s'allume. Non, n'en fais pas trop. L'essentiel, c'est la cohérence. Pas une seule fois, mais constamment. Dis qu'elle est devenue apathique, désintéressée de tout, qu'elle reste assise dans le jardin toute la journée. Plus il y a de petits détails plausibles, mieux c'est. Nous devons créer une image complète d'un effondrement de la personnalité. J'ai vu le frère de Langston lever lentement les yeux du document et le regarder avec le regard que l'on réserve à quelque chose de vil. Puis Anis a avancé rapidement l'enregistrement et a appuyé de nouveau sur play. Et cette phrase particulière a retenti. La voix de Ranata, basse, insinuante. Langston, es-tu sûr que ça marchera? Ça prend tellement de temps. Et la réponse de Langston, lasse, cynique, pleine de mépris. Ne t'inquiète pas. Encore quelques mois et tout sera à nous. La poule aux œufs d'or a finalement cessé de pondre. Il est temps de la plumer. Anis a éteint l'enregistreur. Le silence qui a suivi était plus effrayant que n'importe quel cri. Il oppressait, résonnait à nos oreilles. Il semblait même que l'horloge sur le mur avait cessé de faire tic-tac. Langston se tenait au milieu de la pièce, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson échoué sur le rivage. Ranata regardait l'enregistreur avec une telle horreur, comme si c'était un serpent venimeux sur le point de la mordre. Elias, son frère, a été le premier à craquer. Il s'est lentement levé, a jeté les papiers sur la table et a regardé Langston, non pas avec méchanceté, mais avec un mépris infini et glacial. « Tu n'es plus mon frère », a-t-il dit doucement et clairement. Il a pris le bras de sa femme et, sans regarder personne d'autre, ils se sont dirigés vers la sortie. Tante Thelma a enlevé ses lunettes, ses mains tremblaient. Elle m'a regardé et ses yeux se sont remplis de larmes de honte. « Je suis tellement désolée, Aura », a-t-elle murmuré. Et elle aussi s'est dirigée vers la porte. Leur monde social ne s'est pas seulement fissuré. Il s'est évaporé, réduit en cendres en une seule seconde, écrasé par le poids d'un court enregistrement audio. Ils sont restés seuls au milieu de la pièce, au milieu des ruines de leurs mensonges. Zora était assise dans un coin, pleurant silencieusement, le visage enfoui dans ses mains. Anis et moi nous sommes également levés. J'ai ramassé mon sac à main. Nous n'avons pas dit un mot, nous nous sommes simplement tournés et nous sommes dirigés vers la sortie, les laissant seuls avec leur honte. Nous sommes sortis de l'immeuble de Zora dans l'air frais du soir. La porte a cliqué doucement derrière nous, scellant le passé. Nous n'avons pas regardé en arrière. Nous avons marché silencieusement jusqu'à la voiture d'Anis, sommes montés et, sans un mot, elle a démarré le moteur. Nous avons roulé à travers les lumières d'Atlanta nocturne, et la voiture était silencieuse. Mais ce n'était pas le silence tendu qui avait régné dans l'appartement de ma fille. C'était le silence du soulagement, comme si après une longue maladie épuisante, la fièvre était enfin tombée, et il ne restait que la faiblesse et la pureté. Il n'y a plus eu d'appel de Langston ou de Zora. Personne d'autre n'a essayé de nous raisonner ou de les sauver. Leur monde, construit sur un mensonge, s'était effondré, et nous n'en faisions plus partie. 6 mois ont passé. Mon nouvel appartement est au 17e étage. Les fenêtres donnent sur l'ouest, et chaque soir, je regarde le soleil se coucher derrière les flèches des gratte-ciel, peignant le ciel de couleurs incroyables, du rose tendre au cramoisi ardent. Il n'y a pas de vieux meubles lourds ici, qui gardent le souvenir des larmes et des rancunes des autres. Seulement des murs clairs, des étagères légères, et beaucoup, beaucoup d'air. J'ai vendu la maison rapidement et sans regret. L'acheteur, un jeune professionnel de la technologie avec une famille, était ravi du jardin. Il a dit que la maison avait une bonne âme. J'ai souri et j'ai pensé qu'il avait raison. La maison avait en effet une bonne âme. Elle était juste fatiguée de servir de fondation et voulait apprendre à voler. Vendre la maison n'était pas une perte. C'était une libération. J'ai lâché mon chef-d'œuvre, magnifique mais trop lourd, pour commencer une nouvelle vie. Maintenant, mes journées n'appartiennent qu'à moi. Le mercredi, je vais à un atelier de poterie. J'aime la sensation de l'argile fraîche et malléable dans mes mains. Je n'essaie pas de créer quelque chose de parfait. Je laisse simplement la forme naître d'elle-même. Le tour tourne, l'argile obéit à mes doigts,
et d'une masse informe émerge une tasse ou un vase, ou juste une figurine fantaisiste. Il y a quelque chose de curatif dans ce processus. On prend de la poussière, de la terre, et on crée quelque chose de nouveau, de complet à partir de cela. Récemment, je suis allé au Symphony Hall à Midtown. J'ai écouté le deuxième concerto de Rachmaninoff. J'étais assise dans un siège en velours dans la salle obscure, et quand les premiers accords puissants du piano ont retenti, j'ai fermé les yeux. J'ai un jour rêvé de construire des salles comme celle-ci, de concevoir des espaces où naît le miracle de la musique. Cette vie n'a pas eu lieu. Mais maintenant, en écoutant cette musique de génie, je n'ai ressenti aucune amertume de perte. J'ai ressenti de la gratitude parce que j'étais enfin assise dans cette salle, non pas en tant qu'architecte, ni en tant qu'épouse ou mère de quelqu'un. J'étais simplement une auditrice, une partie de ce miracle. Et c'était suffisant, plus que suffisant. Anise et moi nous voyons souvent. Elle passe après le travail. Nous buvons du thé vert au jasmin et parlons non pas du passé, mais des livres que nous avons lus, des films que nous avons vus, de l'incident amusant qui lui est arrivé dans le train. Son visage n'est plus assombri par l'inquiétude pour moi. Elle est calme. Elle voit que je vais bien. Un jour, elle m'a apporté un petit plant de gardénia en pot. Pour que tu puisses avoir ton petit jardin ici aussi, a-t-elle dit. Maintenant, il est sur le rebord de ma fenêtre et ses fleurs blanches semblables à de la porcelaine remplissent la pièce d'un arôme subtil et doux. Parfois, très rarement, j'entends des bribes de rumeurs sur cette autre vie, que Langston vit quelque part dans une maison louée vers le Cap, que Ranata l'a quitté et a emmené les enfants, qu'il essaie d'emprunter de l'argent à de vieilles connaissances, mais que personne ne lui en donne. J'écoute sans jubilation, sans intérêt, avec le même sentiment détaché que l'on a en lisant un journal sur des événements dans un pays étranger lointain. Ces gens n'ont plus de lien avec moi. Ce sont des personnages d'un livre que j'ai fermé et placé sur l'étagère la plus éloignée. La vengeance est une émotion trop forte. Elle vous consume de l'intérieur. Et je ne veux plus brûler. Je veux juste vivre. Ce matin, je me suis réveillé comme toujours, tôt. Le soleil se levait à peine et ses rayons inondaient ma chambre de lumière dorée. Je me suis préparé un café, je suis sorti sur le balcon et j'ai regardé la ville se réveiller. En bas, les premières voitures bourdonnaient, de minuscules silhouettes de personnes se dépêchaient quelque part, chacune avec sa propre vie, sa propre histoire. Pendant 50 ans, j'ai été la fondation, fiable, solide, invisible. D'autres ont construit leur vie sur moi. Leurs murs, leurs toits reposaient sur moi. J'ai supporté tout le poids, tous les coups, toutes les tempêtes. Je pensais que c'était mon but. Mais je me trompais. Une fondation n'est qu'une partie du bâtiment. Et je suis le bâtiment entier, avec mes propres étages, avec mes propres fenêtres donnant sur le soleil, avec mon propre toit au-dessus de ma tête. Un bâtiment que j'ai enfin commencé à construire pour moi-même. J'ai pris une gorgée de café chaud et aromatique. L'air sentait la fraîcheur et un nouveau jour. Il n'y avait pas de plan à venir, pas d'obligation, pas de dette. Il y avait seulement le silence. Et dans ce silence, je me suis enfin entendu. À 73 ans, ma vie ne fait que commencer. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et écrire dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Portez-vous bien et vivez authentiquement. Avez-vous aimé l'histoire et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super thanks pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y en a beaucoup d'autres sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie.